Merci Olivier. Donc, écoutez, c'est un sujet qui est un peu à la mode, la stratification pronostique, parce que vous avez vu que les industries pharmaceutiques se tournent vers les maladies rares et que les candidats des nouvelles molécules font qu'il va falloir donner les bons traitements aux bons patients. Et donc, la cholangite sclérosante ou les cholangites sclérosantes n'échappent pas à cette tendance. Et donc, pour faire des essais thérapeutiques, il faut bien connaître le pronostic. Alors, le pronostic, Sarah vous a montré ce matin cette courbe qui renseigne déjà sur deux notions distinctes. D'une part, c'est clairement une maladie évolutive, la CSP. Vous voyez que au bout de 30 ans d'évolution, la majorité des patients ont eu un événement, qu'il soit un décès ou une transplantation hépatique. Et quand on sait que l'âge médian de découverte de la maladie chez l'homme est aux alentours de 30 ans, on a l'impression effectivement qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans le futur. Et puis l'autre chose qui est renseignée par cette courbe, ces deux courbes plus exactement, c'est que selon l'endroit où on se place, on peut avoir une vue biaisée du pronostic de cette maladie. Évidemment, quand on fait partie de centres de transplantation hépatique, eh bien, on a une médiane de survie sans transplantation qui est effectivement beaucoup plus courte, de l'ordre d'une dizaine d'années, vous voyez, alors que finalement, lorsqu'on regarde sur l'ensemble du territoire hollandais, les patients atteints de CSP, on a quand même une médiane de survie qui est plutôt aux alentours de 20-25 ans, et très exactement dans cette étude 21 ans. Alors, les complications qui émaillent cette maladie sont d'une part la dysfonction du foie, et c'est la première en fréquence, c'est-à-dire l'insuffisance hépatique terminale ou qui génère la transplantation hépatique. Ensuite, le cholangiocarcinome dont on a parlé également ce matin. Et enfin le cancer du côlon qui, même s'il reste minoritaire, est une source quand même de décès très significative. Donc est-ce qu'on peut prédire et dépister ces trois types de complications? On va les prendre les unes après les autres. La dysfonction hépatique, le cholangiocarcinome, le cancer colorectal. Alors la dysfonction hépatique, on dispose depuis maintenant d'assez nombreuses années de scores clinico-biologiques qu'on va revoir. La bonne vieille histologie du foie qui permet de renseigner quand même sur le degré d'atteinte d'évolutif de la maladie. Plus récemment, des marqueurs non invasifs de fibrose ont fait leur apparition et peuvent être utilisés et certains sont validés. La radiologie, et là Lionel en a parlé ce matin, il y a finalement somme toute assez peu d'études qui arrivent à conclure, on verra, à l'intérêt pronostique de regarder la radiologie, mais nous on pense que c'est important. Et puis on est revenu sur la bonne et vieille évolution des paramètres biologiques sous AUDC. Alors il ne faut pas dire la réponse à l'AUDC parce que politiquement correctement, l'AUDC n'est pas le traitement de la CSP, mais pour autant, on sait que la biologie bouge sous AUDC et qu'elle peut avoir un rôle pronostique. Alors les scores clinico-biologiques, ils sont très nombreux. Vous remarquerez que le score de Chai-Pugh, dès les années 70, le score MELD plus tard, sont des scores qui ont été validés et compris dans cette maladie. Mais le plus commun est quand même celui du score de la Mayo Clinique revisité, publié à la fin des années 90, début des années 2000, et que l'on va voir plus spécifiquement. Ce score est basé sur les paramètres suivants, l'âge, puisque c'est un score de survie, la bilirubine totale, l'albumine, l'aspartate, transaminase, et puis l'existence ou non d'un antécédent de saignement par varice œsophagienne. Donc, à voir ces paramètres, on comprend tout de suite qu'on a affaire probablement à un score qui va discriminer des patients déjà très avancés dans l'histoire de la maladie, parce que la bilirubine va être quand même élevée chez les stades tardifs, l'albumine basse également dans les stades tardifs, les ruptures de varice œsophagienne, n'en parlons pas. Pour autant, ce score reste relativement bien discriminant, vous voyez, avec des cut-offs ici à 0, 0 et 2, et on voit qu'on peut séparer les patients en des groupes de pronostics très différents. Mais je dirais que ces scores ont été faits d'abord à la Mayo Clinic. Comme vous le savez, à Mayo Clinic, il y a un biais de recrutement évident, et on s'en rend compte maintenant avec les études internationales, avec le Global PBC Study Group ou même le groupe international sur la CSP, où il y a un effet centre majeur à la Mayo Clinic et que tous les scores de la Mayo Clinic sont d'une certaine façon représentatifs des patients qui arrivent à la Mayo Clinic pour une transplantation hépatique. Donc il y a quand même un biais de sélection à la base.
L'histologie, je crois qu'il y a une sorte de revival actuellement sur l'histologie. Je vous rappelle quand même que pendant très longtemps, ça a été un marqueur pronostic avéré, hein, et sur les différents modèles dont je vous fais part ici, certains, vous voyez, dans les années 80 en particulier, incluaient évidemment le stade histologique, en gros stade 3-4 ou stade 1-2, c'est-à-dire beaucoup de fibrose ou une cirrhose versus pas de cirrhose ou pas de fibrose extensive. Et donc, dès ces années-là, on savait que ça avait un impact sur la prédiction du pronostic. Et puis, plus récemment, à défaut de marqueurs pronostiques bien fiables, les collègues néerlandais se sont retournés à nouveau sur l'intérêt d'une histologie, puisqu'on est à l'ère du début des essais thérapeutiques dans cette maladie. Donc, quel surrogate marqueur on va prendre, comment on va stratifier les patients à l'inclusion des essais. Et donc, un regard très précis a été fait sur les scores histologiques. Et là, les scores histologiques en question, c'était le score de Ishak, le score de Nakanuma et le score de Ludwig. Ces scores ont été, je vous rappelle, pas du tout validés dans la CSP au départ. Mais en l'occurrence, dans cette étude, sur un petit nombre de patients, hein, toutefois, 1,64, comme vous voyez, avec un suivi médian de 9 ans, ces scores en analyse univariée étaient très compétitifs pour la prédiction de la survie sans transplantation hépatique, puisqu'ils étaient même plus performants que la bilirubine ou que le score de la Mayo Clinic. Alors toutefois, lorsqu'on regarde les courbes de survie et la stratification, on s'aperçoit qu'il y a des progrès à faire. Vous voyez quand même que, bon, et évidemment, il semble bien qu'il y ait une sorte de corrélation entre ce stade et la probabilité de survie sans transplantation hépatique. C'est certainement lié à un nombre de patients encore insuffisant, mais ce n'est pas encore la panacée. Toutefois, clairement, et on le reverra tout à l'heure, lorsqu'on interroge les experts de la maladie sur les surrogate marqueurs de cette maladie, l'histologie garde encore tout son intérêt. Alors les marqueurs non invasifs, évidemment, comment ne pas en parler? On est quand même dans l'ère des marqueurs non invasifs. Je commence par nos propres travaux. L'élastométrie impulsionnelle, alias le fibroscan. Donc sur la série de Saint-Antoine, nous avions remarqué que effectivement, il y avait non seulement une progression de la dureté du foie au cours du temps. Vous voyez qu'en fonction du stade déjà de départ, la maladie semblait s'accélérer. Ici, c'est la pente, c'est-à-dire la vitesse de progression de la fibrose, enfin de la dureté du foie plus exactement, en fonction du stade de fibrose auquel on part. Et lorsqu'on reconstitue l'histoire naturelle d'un patient, on va dire moyen, on a une sorte de dizaine d'années à peu près avec une progression relativement lente, puis ensuite les choses s'accélèrent. Et cette valeur de l'élastométrie est à l'état basal pronostic de la maladie, puisqu'elle permet de discriminer assez facilement, vous voyez, pour des cut-offs aux alentours de 10 kPa, les patients en fonction de leur risque de développer, de mourir ou d'avoir une transplantation hépatique. Et encore plus discriminant, c'est la progression de la dureté du foie sous traitement. Et ça a été retrouvé et validé par nos collègues allemands récemment dans une publication dans PLOS ONE. Donc, il y a une place pour l'élastométrie impulsionnelle, pour au moins stratifier les patients au départ des essais thérapeutiques, peut-être aussi pour les surveiller comme un vrai critère de jugement d'essais thérapeutiques, mais ce n'est pas encore suffisamment puissant et pour vraiment être un surrogate marqueur de haute fiabilité. Également, parallèlement, les auteurs néerlandais sont penchés sur l'intérêt du ELF score, hein, qui est un paramètre, qui est un marqueur de fibrose sur la base de critères sériques et de protéines de la matrice extracellulaire. Et vous voyez que lorsqu'on séparait les patients en tertiles suivant le niveau de ce score, de ce ELF score, on arrivait à discriminer at baseline les patients en fonction de leur pronostic futur. Et ce score était compétitif au regard du Mayo score ici, vous voyez, en analyse multivariée. Donc il existe actuellement quand même des marqueurs de fibrose, et ça a recoupé par une autre étude, marqueurs de fibrose à la fois sériques et à la fois biophysiques, qui permettent quand même d'avoir un jugement assez fiable sur le pronostic de ces patients. Alors qu'en est-il de la radiologie?
Déjà dès les années 90, l'équipe néerlandaise et Majoie avaient suspecté que c'était assez du bon sens, c'est-à-dire plus l'arbre biliaire était malade et plus le patient allait avoir un pronostic mauvais. Donc une classification avait été mise au point par cette équipe néerlandaise et effectivement l'intérêt pronostique de cette classification avait été ensuite montré quelques années plus tard par l'équipe de Ponsonhen et confirmé par un deuxième papier ensuite dans Endoscopie, qui montrait que ce score, en fait, ces atteintes cholangiographiques pouvaient permettre d'évaluer le pronostic global de la maladie. Alors toutefois, c'est à part eux les seuls à avoir montré ça. Nous, effectivement, à Saint-Antoine, plus exactement Anna Ruiz et l'équipe de Lionel, nous sommes penchés sur l'intérêt de la cholangiographie. Nous pensions retomber sur les mêmes constatations que nos collègues néerlandais, à savoir plus de sténose et plus on est malade et plus on va mourir. Et au final, ce qui était intéressant avec l'étude faite uniquement par IRM, puisque la précédente c'était sur la base de cholangiographie rétrograde, donc c'est des études historiques, c'est que finalement on avait peu de lésions canalaires qui étaient prédictives de l'évolution péjorative de la maladie, mais plutôt des lésions parenchymateuses. En particulier des choses alors qui paraissent évidentes, la dysmorphie qui témoignait déjà d'un état très avancé fibre du foie, l'hypertension portale, mais également des troubles de perfusion hépatique avec une hétérogénéité du parenchyme après injection de gadolinium qui était également très prédictive. Et là aussi, ce n'est pas encore publié, mais ça a été présenté par Sarah Lemoine en congrès, lorsqu'on utilise ces scores, radiologiques sur la base de l'IRM, on arrive à discriminer des groupes de patients à haut ou à faible risque d'évolution péjorative vers la transplantation ou le décès. Ça reste à valider sur des cohortes externes et c'est l'un de nos objets actuellement, de nos objectifs actuellement. Plus récemment, l'équipe de Hambourg avec lesquelles nous avons travaillé sur le FibroScan a montré qu'il était certainement intéressant de regarder la taille de la rate. Alors, ça peut paraître un peu désuet, on se dit, bah oui, évidemment, une grosse rate, une hypertension portale, on va retomber sur des choses assez communément connues, mais en fait, il montre bien que l'augmentation de la taille de la rate est assez précoce, donc à des stades où il n'est pas attendu d'avoir une hypertension portale, et dès ces stades, il peut y avoir un effet pronostic de la taille de la rate. Ils avaient trouvé une valeur seuil optimale de 12 cm comme grand diamètre transversal, et vous voyez que la taille de la rate était aussi tout à fait compétitive au regard des résultats obtenus par la même équipe par rapport au FibroScan, en faisant quasiment mieux que le FibroScan. Mais bon, ça reste encore à démontrer, mais il s'avère que les Allemands ont la culture de l'échographie, les gastro-entérologues font des échographies en consultation et ils font tout de suite, ils mesurent l'état de la rate, donc pour eux c'est très, très, très pratique. Alors maintenant, on peut regarder l'évolution biologique sous AUDC, parce que là aussi, il y a plusieurs papiers qui sont sortis depuis quelque temps. Vous savez que les recommandations sont de ne pas traiter forcément les patients par AUDC. Il y a même la recommandation américaine qui dit qu'il ne faut pas traiter les patients par AUDC. Et donc beaucoup ont arrêté volontairement ces traitements et ont observé ce qui se passait. Et évidemment, on réinvente la roue, mais quand on arrête les traitements par AUDC, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la biologie hépatique se détériore. Donc c'est l'image inverse de ce qui avait été publié dans les années 90, c'est-à-dire les phosphatase-alcalines remontent, la gamma-GT, la bilirubine, les transaminases remontent. Donc laissant quand même spéculer que certes, c'est peut-être pas pronostic, certes c'est peut-être même mauvais à forte dose, mais à certaines doses peut-être qu'on a dans un sous-groupe de patients quand même une amélioration. Ces améliorations biologiques peuvent rendre compte d'un meilleur pronostic. Et effectivement, lorsque les équipes anglo-saxonnes se sont penchées sur la valeur pronostique des paramètres biologiques hépatiques avec ou sans AUDC, il confirmait le fait que quand on avait de façon régulière des phosphatases alcalines en dessous d'un certain seuil, bon ici pour l'étude d'Alma-Marie 1,5 fois la normale, eh bien on avait clairement des patients de pronostics différents, et ça a été retrouvé avec différentes définitions, et le paramètre dont la valeur pronostique était la plus évidente était celle des phosphatases alcalines.
Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la réduction des phosphates alcalines sous traitement, sous-entendu, alors soit spontané, hein, sans traitement, soit sous AUDC, eh bien on s'aperçoit que même lorsque l'on met des facteurs pronostiques lourds, hein, comme le score de la Mayo Clinique, ou lorsqu'on met par exemple l'existence de sténose dominante, eh bien en une analyse multivariée, la baisse des phosphates alcalines continue reste un facteur pronostique. Donc très clairement, il est probable que chez certains patients, il faut bien regarder la réponse biologique à la UDC et se baser sur elle pour dire oui, je continue le traitement, oui, et oui, éventuellement, je l'arrête. Et lorsqu'on regarde plus attentivement le seuil optimal pronostic, il est aux alentours de 1,3, 1,5 fois la normale. Ici, c'est encore une étude néerlandaise qui montre qu'avec des phosphates alcalines en dessous de 1,3 fois la normale à 1 an, eh bien, on a un meilleur pronostic, et la plupart de ces patients étaient quand même sous AUDC. Alors c'est vrai que les résultats sont obtenus qu'il y ait ou non l'AUDC. Donc finalement, quand on interroge un panel d'experts, et ça a été l'objet d'une étude récemment publiée par le groupe international sur la CSP, qu'est-ce qui semblerait être les meilleurs critères pronostiques à évaluer, notamment dans la perspective d'essais thérapeutiques. Voici le trio gagnant: les phosphatase alcalines, avec ou sans AUDC, le fibroscan, et puis finalement la bonne vieille histologie. Alors pour autant, il n'y a pas un consensus absolu, ça c'est un consensus, on va dire, d'experts. Vous avez bien compris que le niveau de fiabilité de ces marqueurs reste en dessous de ce qui est classiquement recommandé pour utiliser en pratique quotidienne ces marqueurs à titre pronostic. Alors peut-on prédire et dépister le cholangiocarcinome ? Là, vous avez en fait la courbe d'incidence du cholangiocarcinome dans la même étude de Boonstra. Vous voyez que par rapport à la population générale, on a un risque multiplié par 400, très clairement, mais dès lors qu'on passe la première année, où le risque d'avoir un cholangiocarcinome dès le diagnostic est passé, on a une incidence globale du cholangiocarcinome qui est d'environ 0,5% par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement 15% des patients atteints de CSP auront dans leur suivi un cholangiocarcinome. C'est la première cause de mortalité sans transplantation hépatique. Ce que je vous disais, c'est que 30% des cholangiocarcinomes sont diagnostiqués dans l'année qui suit le diagnostic de CSP. Donc il faut être extrêmement vigilant, notamment lorsqu'on a un diagnostic, un mode de révélation bruyant de la maladie au départ, hein, symptomatique avec éventuellement un ictère. Donc il faut être très très prudent à ce niveau-là. Et puis, lorsqu'il y a une sténose serrée qui apparaît dans l'évolution de la maladie, il faut savoir que dans 15% des cas, cette sténose est faite de cellules malignes. Autrement dit, il s'agit d'un cholangiocarcinome. Donc ça aussi, il faut avoir cette notion, parce que c'est la base du dépistage proposé des sténoses serrées par cholangiographie IRM. Et puis, ne pas oublier, on l'a vu également ce matin, que la CSP prédispose au cancer de la vésicule biliaire et que là, le diagnostic est plus facile à faire. Il faut bien regarder la vésicule biliaire une fois par an par l'imagerie que vous souhaitez. L'échographie est probablement finalement la plus fiable et la plus simple. Et ça, en fait, c'est actuellement la recommandation de la SLD de faire au moins une fois par an une échographie de la vésicule biliaire. Les facteurs de risque de cholangiocarcinome qui sont plus ou moins bien étayés, donc vous les avez vus en grande partie ce matin avec le topo de Sarah. Je dirais qu'il faut retenir les CSP des gros canaux, hein, les petits canaux, vous avez compris, ça ne faisait pas de risque de cholangiocarcinome s'ils n'évoluaient pas vers les gros canaux. L'âge au diagnostic plus élevé, la durée de la MICI plus longue et un antécédent de cancer colorectal. L'antécédent de cancer colorectal est un facteur de risque majeur de cholangiocarcinome lorsque vous avez une CSP. Les outils pour dépister le CCA, alors en pratique courante, c'est les marqueurs tumoraux CA19-9, l'imagerie, et puis lorsque vous avez une sténose serrée qui est apparue, le brossage et les biopsies. Il faut savoir qu'aucune stratégie de dépistage du cholangiocarcinome est actuellement recommandée, hormis ce que je vous ai dit, c'est-à-dire finalement de faire une échographie annuelle de la vésicule biliaire. Mais on verra que la plupart des centres experts utilisent quand même une cholangio-IRM en pratique annuelle, en pratique courante.
Alors, le CA19-9, que faut-il en penser? D'abord, il n'a pas été évalué en prospectif, c'est-à-dire que la plupart du temps, les études sont biaisées parce que le CA19-9 a été fait dans le contexte déjà d'une arrière-pensée d'un cholangiocarcinome. Donc, chez des patients purement asymptomatiques, on ne dispose pas d'études systématiques prospectives. Vous savez les faiblesses aussi du fait que de ce dépistage chez les patients qui sont de groupe sanguin Lewis négatif, puisque ceux-là ne vont pas développer constitutivement d'augmentation du CA19-9. Il a été montré qu'avec des seuils aux alentours de 129 unités par millilitre, on avait quand même des performances diagnostiques qui étaient honorables, sensibilité 79%, spécificité 98%, mais quand on reprend toute la littérature, ça varie énormément d'une population ou d'une cohorte à l'autre. Le nombre de faux positifs est assez important. On sait que développer une cholangiocolite au cours d'une CSP augmente artificiellement le CA19-9 et que ça peut durer longtemps. Et que avoir même une cirrhose en soi est une cause d'augmentation du CA19-9 en dehors de tout cholangiocarcinome. En fait, les données les plus récentes, et ça paraît du bon sens, suggèrent que c'est la cinétique de ce marqueur plutôt que sa valeur absolue qui est importante. Et dernièrement, donc à Oslo, il y avait le groupe de Elken qui allait communiquer sur le fait que effectivement le delta de CA19-9 était certainement plus pertinent. L'imagerie est-elle nécessaire et pertinente pour le dépistage du cholangiocarcinome? La plupart des centres, lorsqu'on les interroge, pratiquent une IRM tous les ans, en tout cas dans les centres experts qui participent au groupe de travail international. La stratégie affichée, c'est de dépister l'apparition de sténoses nouvelles serrées, ou sténoses dites dominantes, on va dire, selon la dénomination anglo-saxonne. Et une fois que ces sténoses sont dépistées, aller les brosser ou les biopsier pour rechercher ces fameuses 15% de sténoses qui sont des cholangiocarcinomes. L'intérêt de cette stratégie n'est pas du tout prouvé ni démontré. Il n'y a pas d'études prospectives pour cela. C'est plutôt un relatif consensus au niveau des centres experts. Concernant le brossage et les biopsies, il s'agit évidemment de brosser les sténoses apparues et dites dominantes. On voit là sur la petite figure de droite que la sensibilité du brossage suivant les études et les équipes varie énormément. Vous voyez, on part de 0% à 100%. En moyenne, c'est 52%. Donc vous voyez, c'est une sensibilité qui est loin d'être très très bonne. Et donc, on peut forcément passer à côté de réels cholangiocarcinomes avec ce seul brossage. La cholangioscopie avec biopsie augmente sensiblement cette performance diagnostique, mais vous voyez que ce n'est pas non plus la panacée, y compris avec contrôle visuel, avec biopsie. On est à peine à 65% de sensibilité pour le dépistage du cholangiocarcinome. Enfin, des études récentes suggèrent que la combinaison justement de la cytologie et d'un TEP scan pourrait augmenter la sensibilité et la spécificité, mais il s'agit encore d'études de petite taille, et je pense qu'il faut prendre ces résultats avec grande précaution. Donc très clairement, y compris in situ, avec des moyens de dépistage cytologique et histologique, on n'est pas très bon. Enfin, le cancer colorectal, ne pas l'oublier. Dans la même cohorte néerlandaise dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette courbe-ci. Donc vous voyez que c'est le risque de cancer colorectal ou de dysplasie sévère est multiplié par 5 par la population générale, c'est à peu près 0,25% par an. Et évidemment, ça concerne essentiellement les patients qui ont une colite associée. En particulier, on en a parlé ce matin, de rectocolite hémorragique plutôt qu'une maladie de Crohn, puisque la maladie de Crohn semblerait plutôt être protégée de ce risque. Et quand on prend les patients atteints de RCH et de CSP, ce risque est multiplié par 10 par rapport au fait d'avoir une RCH seule. C'est ce qu'indique cette courbe-là. L'étude néerlandaise est intéressante également pour montrer que les patients qui ont bénéficié d'une surveillance systématique, à savoir une coloscopie annuelle, ou en tout cas tous les 1 à 2 ans comme suggéré par les recommandations, eh bien, ont une meilleure prise en charge et une moindre mortalité liée au cancer colorectal que les patients n'ayant pas de surveillance systématique. Donc prédire le cancer colorectal, le surrisque n'est pas démontré pour la maladie de Crohn, c'est presque même plutôt l'inverse, en tout cas associé à la CSP. La surveillance annuelle a été montrée plus efficace que la surveillance biannuelle, mais là c'est une question de coût-efficacité. L'acide urso-désoxycholique n'aggrave pas le risque de cancer colorectal, ça c'est important parce qu'il y a eu des études contradictoires qui ont suggéré à un moment donné qu'on pouvait promouvoir la carcinogénèse colique à forte dose, en tout cas les études méta-analytiques
ne montre pas que l'AUDC augmente ce risque. Et enfin, connaître l'histoire naturelle après transplantation hépatique, on en parlait avec Palak Trivedi ce matin. Là également, le risque de carcinogénèse colique est accru après transplantation hépatique. Finalement, pour résumer mon topo, je dirais alors, CSP et pronostic, la survie médiane sans transplantation hépatique environ à peu près 20 ans, que l'événement majeur, c'est l'insuffisance hépatique, suivi du cholangiocarcinome, puis du cancer colorectal. Il n'y a pas de marqueur de pronostic fiable dans la maladie, malheureusement. Il y a un relatif consensus sur le fait que les phosphatase alcalines, le fibroscan et la PBH pourraient aider à stratifier les patients pour le pronostic et les essais thérapeutiques. L'incidence du cholangiocarcinome, passé la première année, est de 0,5% par an, donc ce n'est pas non plus majeur, mais c'est tout l'enjeu quand même d'une éventuelle protocole de surveillance. Mais il n'y a pas de stratégie de dépistage actuellement validée. L'IRM annuel plus le CA19-9 est fait par la plupart des équipes, mais avec une validation qui manque encore. Ce qui fait consensus, c'est l'imagerie vésiculaire annuelle pour le dépistage du cholangiocarcinome de la vésicule biliaire. Devant une sténose symptomatique apparue récemment, il est vraiment important de faire un brossage et des biopsies. La sensibilité du brossage, néanmoins, est très médiocre, de l'ordre de 50%. En ce qui concerne le risque de cancer colorectal, en cas de RCH, ce risque est multiplié par 10. Il est important de faire des coloscopies systématiques chez ces patients tous les 1 à 2 ans avec des biopsies systématiques. Si on doit proposer un schéma de surveillance, je ne vais pas réinventer la roue, c'est écrit un peu partout, voilà ce qu'on pourrait proposer. Une biologie incluant les pales et la bilirubine tous les 6 mois. Tous les ans, un fibroscan, une cholangio-IRM, c'est notre stratégie, et un CA19-9. En cas de cirrhose, on reste sur la base d'une surveillance semestrielle, parce qu'il y a également le risque du carcinome hépatocellulaire. L'apparition de toute sténose symptomatique doit faire l'objet d'une cholangiographie rétrograde avec un brossage et des biopsies. Et enfin, en cas de colite inflammatoire, particulièrement de RCH, une coloscopie avec des biopsies tous les 12 à 24 mois. Voilà, je vous remercie.